Bien, bonsoir, et donc bienvenue à cette ce va être la séance numéro 10. Le cours se terminera la semaine prochaine. Cette fois, il y aura 2 heures, donc de 16h30 à 18h30. Et je vous parlerai la fois prochaine des problèmes de fiscalité sur l'épargne et de fiscalité du capital, qui est un sujet que je n'ai pas vraiment abordé, puisqu'on n'a jamais mis en évidence la dimension temporelle de toute notre théorie. Même si, évidemment, on appliquera éventuellement quelques-unes des idées générales qu'on avait dégagées dans la première partie. Aujourd'hui, je voudrais, au fond, j'ai décidé, après un peu de tâtonnement, de faire une séance que j'ai appelée redistribution et mondialisation. En effet, je voulais dire quelques mots sur les problèmes de fiscalité et migration, sujet difficile, mais sur lequel d'ailleurs je ne prétends pas aller très très loin, mais sur lequel je voudrais vous donner quand même quelques coups de projecteur introductifs. Et je parlerai également d'un autre sujet qu'on peut aussi associer à la mondialisation, qui est les questions de commerce international et de redistribution du revenu. Là aussi, je ferai une ouverture qui reposera d'ailleurs sur des choses que j'ai dites auparavant et qui n'ira pas nettement plus loin, mais tout ça, ça nous fera une séance auquel on peut accoler le mot mondialisation. Alors, donc je passe à la première au premier de mes sujets, fiscalité et migration, juste pour introduire et procéder à un certain nombre de clarifications sur ce que je vais dire et sur le. Donc, juste un petit préambule à ce que je vais dire maintenant, c'est que le système fiscal, le système de protection sociale sur lequel on a discuté la logique, a des effets évidemment sur l'attractivité du territoire pour les investissements, pour les entreprises, bien sûr, et pour l'attractivité du territoire pour les hommes. Par exemple, il y a des problèmes de localisation de résidence, mineurs ou pas mineurs, je ne fais pas de l'économie appliquée ici, mais c'est un problème. Il y a des problèmes de migration des travailleurs, migration du travail, et il y a migration du travail qualifié et non qualifié. Et je parlerai essentiellement de migration du travail non qualifié dans ce qui est suivant. Et naturellement, tous ces problèmes, en particulier je pose au problème de l'attractivité du territoire pour les hommes, sont assez différents selon qu'on prend le point de vue de ce que j'appellerais, pour simplifier, le Nord, c'est-à-dire le point de vue des pays développés, ou le point de vue du Sud, c'est-à-dire des pays en développement. Je crois que il y a des problèmes, il y a ces problèmes ont des échos pour chacun des participants qui sont au nord ou au sud, ils ne sont pas exactement les mêmes. Ces questions ont évidemment aussi des échos dans la théorie que je vous ai présentée. En ce qui concerne l'attractivité du territoire pour les entreprises, ça nous ramène plutôt au sujet de la prochaine fois, c'est-à-dire à ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire au problème de fiscalité sur l'épargne et fiscalité sur le capital. Et à un thème qui est attaché à ça, que je ne traiterai pas du tout au fond, que j'esquisserai tout au plus, qui est le problème de la concurrence fiscale entre les États. L'attractivité du territoire pour les hommes, je prendrai le point de vue essentiellement, je dirai un petit mot des problèmes du point de vue du Sud, mais je prendrai plutôt le point de vue du Nord. Et grosso modo, vous voyez bien qu'il y a 2 dimensions par rapport à la question de la redistribution. Il y a ce qui se passe en haut du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui se passe pour les revenus élevés, les prélèvements qui sont faits sur revenus élevés. Ça a éventuellement des effets sur les migrations du travail qualifié, dès lors que c'est variable d'un pays à l'autre, alors que soit d'un pays du Nord vers le pays du Sud, entre pays du Nord, soit d'un pays du Sud vers le pays du Nord. Et il y a le bas du barème, tout ce qu'on a vu sur l'incitation au travail, sur la redistribution vers le bas du barème, et qui a des interférences avec les problèmes de migration du travail non qualifié. Donc ça, c'est un peu les échos dans la théorie. Ce sujet aussi a évidemment des échos dans l'actualité, qui sont assez nombreux. On a parlé récemment
l'impôt sur les sociétés en Irlande, par exemple, et des taux d'imposition sur les sociétés en Irlande. Donc c'est le thème de la concurrence fiscale pour attirer les entreprises. On parle souvent, en ce qui concerne ce point, sur l'impôt sur la fortune, de la localisation de la résidence, puisque il y a eu tout un débat sur les effets de l'impôt sur la fortune dans ce pays sur les décisions de localisation d'un certain nombre d'assujettis potentiels. À nouveau, c'est un problème empirique, savoir quels ont été les effets effectifs, c'est ce que je ne vais pas traiter ici, et ça ne veut pas dire qu'ils soient. Et bien sûr, il y a tout le débat qui était sur le welfare state, l'État et l'immigration, par exemple, a été par exemple plus vivace, probablement plus grand public en Allemagne que chez nous, en tout cas plus raisonné, plus échange d'idées que échange de sentiments. Alors, donc ça c'est un petit peu... Alors, je voudrais bien dire que, premièrement, je ne vais pas aborder ce problème complètement. Deuxièmement, je fais un avertissement qui va de soi. Toutes les questions, là, quand on parle de migration, c'est une question sensible et difficile. Je vais essayer de dire pourquoi c'est sensible et difficile et à quel niveau de sensibilité et de difficulté j'essaie de m'adresser. Alors, c'est une question sensible parce qu'il est bien évident que dans toutes les discussions sur les migrations, quand vous regardez la télé ou vous voyez les échanges sur ce sujet, il y a une dimension qui est strictement non économique. Dimension qui fait appel à des valeurs, par exemple la valeur morale qu'il y a à accueillir l'étranger d'un côté, d'autre part qui est souvent mise en regard d'une autre valeur qui serait la valeur de la cohésion sociale. C'est effectivement une valeur aussi dans les pays démocratiques. Donc il y a toute une opposition de valeurs, ça c'est le premier point. Il y a aussi une opposition, il y a aussi des dimensions économiques. Et dans les dimensions économiques, c'est à nouveau... les dimensions économiques, quand j'ai dit des dimensions, c'est parce que c'est aussi un problème multidimensionnel. Il y a les effets de court terme et les effets de moyen terme, les effets de long terme, qui ne sont pas du tout nécessairement les mêmes. Et c'est aussi un sujet dans lequel il y a probablement des intérêts potentiellement conflictuels, voire très conflictuels. Et donc, en général, l'amalgame, quand vous avez un problème à la fois des oppositions sur les valeurs et des oppositions des intérêts, ce sont des problèmes qui sont potentiellement explosifs. Alors, ce qui ajoute à la sensibilité du problème, c'est évidemment qu'il y a opacité des mécanismes. On va le voir dans une petite direction, là, celle que je vais voir ici, qu'il s'agisse des mécanismes économiques, on va dire un petit mot, ou des mécanismes non économiques à l'œuvre. Le problème, par exemple, de l'intégration dans les sociétés des migrants, c'est des problèmes non économiques, c'est des problèmes sur lesquels il n'y a pas consensus sur les réponses qui sont données sur ce problème. Donc tout ça fait un cocktail que je dis par euphémisme quelque peu sensible, en fait relativement explosif dans le débat social dans nos sociétés. Naturellement, moi, ce que je vais me contenter de regarder, c'est de donner une petite introduction qui ouvre au débat dans la dimension que j'ai présentée ici, c'est dans la dimension de la redistribution. Donc, je vais vous présenter un modèle dans lequel on va mettre l'accent sur le marché du travail et sur la migration des non qualifiés, migration du sud vers le nord, pour être simple, et sur lequel je vais mettre l'accent sur le court terme. Et je vais rester à un niveau introductif, c'est-à-dire que je vous dirai dans quelle direction on peut aller pour affiner l'analyse avec les outils et dans la logique que j'ai développée ici, mais je ne ferai évidemment qu'esquisser ça. J'ai déjà dit, alors évidemment par rapport à mon modèle, la question souvent posée lorsqu'on regarde le problème des migrations, c'est le problème des équilibres démographiques de long terme, par exemple dans nos sociétés. Cette question n'est évidemment pas du tout abordée. Alors, il y a d'autres questions qui sont mises en avant sur la rareté de la main-d'œuvre ou de certains types de main-d'œuvre. Elles sont un peu sous-jacentes à ce que je vais dire, mais certainement pas traitées de façon très exhaustive. Donc, voilà mon avertissement. Je vais maintenant vous donner des équations. Les équations ont aussi un autre mérite, elles refroidissent les problèmes chauds, et donc c'est aussi un des mérites de la formalisation en économie. Donc je vais vous donner un modèle simple, qu'il ne faut pas prendre tout à fait au pied de la lettre. Alors, le modèle simple, c'est un modèle dans lequel il y a deux pays,
En fait, c'est deux régions. Hein. Le premier, c'est un pays développé, je vais l'appeler le Nord, pour simplifier. L'autre est un pays en développement, je vais l'appeler le Sud. Et dans chaque région, dans chaque zone géographique, dans chaque pays, il y aura deux groupes de travailleurs. Alors, les travailleurs non qualifiés et les travailleurs qualifiés. C'est ça un petit peu l'idée qu'il y a là-dessus. Je serai assez vague sur l'interprétation du deuxième groupe. En tout cas, il y a un groupe de travailleurs qui s'appelle les travailleurs non qualifiés, qui sont les travailleurs non qualifiés au sens du Nord, ça c'est clair. C'est mon premier groupe. Et il y a un deuxième groupe qui sont les détenteurs de l'autre facteur. Et les détenteurs de l'autre facteur, l'autre facteur, ici, il n'y en a qu'un. En toute rigueur, je devrais en avoir plusieurs. Ça pourrait être la Terre, si c'était au XIXe siècle, ce serait le principal autre facteur. Ça pourrait être le capital. Ça pourrait être le travail qualifié. Je l'interpréterai souvent ici, l'autre facteur, comme étant le travail qualifié, par exemple dans le Nord, etc. Il y a aussi l'autre. Alors, il y a le même facteur dans le pays du Sud, c'est-à-dire il y a l'équivalent du travailleur non qualifié du Sud, et il y a un autre facteur dans le Sud que je peux aussi interpréter comme le capital, comme les autres catégories de travailleurs, etc. Donc, je ne vais pas aller très loin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce second facteur va être pour moi, c'est un facteur résiduel, c'est-à-dire ça rassemble tout le reste. Et il sera aussi ce que j'appelle le créancier résiduel, c'est-à-dire c'est lui qui aura la part du produit qui ne va pas au facteur sur lequel je mets l'accent. Donc on est amené à ce diagramme. Je vais m'écarter un peu pour bien le voir. Vous avez donc dans ce diagramme, donc j'ai expliqué ce que sont les courbes. Ici, j'ai en abscisse, grand L, c'est le volume de travail non qualifié qui est dans le Nord, la quantité initiale étant L étoile, c'est le nombre de travailleurs non qualifiés dans le Nord initialement, et ici j'ai W, c'est-à-dire le salaire, et ce que me donne cette courbe qui est la dérivée de la productivité marginale du travail non qualifié. Donc c'est une courbe qui me donne le salaire en fonction du volume du travail non qualifié qui est offert. Si on a peu, le salaire plus élevé. Si on a beaucoup, il sera moins élevé. Elle est plus ou moins pentue. C'est la théorie standard. C'est la courbe qui est ici. Donc vous voyez que ce salaire décroît. C'est aussi la courbe d'offre du secteur productif dans le pays du Nord, etc. Voilà. Alors, initialement, je vais venir à ce qui se passe initialement. Maintenant, quelle est cette deuxième courbe? Là, j'ai une deuxième courbe qui est G' de L double étoile moins X, qui me donne la productivité du travail non qualifié, la même catégorie de travail, qui se trouve dans le Sud. Dans la situation initiale, cette productivité marginale dans le Sud va être égale à W étoile. C'est-à-dire que ça veut dire que dans la situation initiale, le salaire dans le Sud est très inférieur à ce qu'il est dans le salaire, enfin très inférieur selon mon diagramme ici. Et là, ça vous indique comment varie la productivité marginale dans le Sud, la productivité marginale du travail non qualifié dans le Sud, lorsque il y a une migration qui fait passer la population de travailleurs non qualifiés de L étoile dans le Nord à L étoile plus X. Donc voilà, lorsqu'il y a donc X migration venant du Sud vers le Nord, la productivité du travail des migrants dans le Sud s'accroît, puisqu'ils sont moins nombreux. Elle s'accroît selon cette ligne-là. Donc ça, c'est la propre. Et alors, maintenant, pour voir ce qui se passe, il faut tenir compte, évidemment. Je vais ouvrir les frontières. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les migrants du Sud vont aller dans le Nord. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au moment où les salaires sont égaux dans le Sud et dans le Nord? Non, je vais supposer qu'il y a un coût de migration. Et le coût de migration me fait passer donc de cette droite-là, qui décrit la propension à émigrer, à cette droite-là, parce qu'il y a un coût de migration. Donc, vous voyez que je vais tout de suite pouvoir dire ce qui se passe dans ce monde. Ce monde est suffisamment simple pour que je le comprenne bien. C'est toujours un avantage. Donc la situation initiale, c'est quoi? Eh bien, dans le Nord, le salaire est W étoile, l'offre de travail non qualifiée est L double étoile. Dans le Sud, le salaire est W double étoile, ça veut dire que
le facteur résiduel est moins important dans le sud, c'est simplement ça, ou l'efficacité du facteur résiduel, ou l'efficacité de la production, on peut en mettre, donc c'est assez... Et alors qu'est-ce qui se passe après ouverture des frontières, c'est-à-dire à l'équilibre de mobilité libre, eh bien, on l'obtient à l'intersection de la courbe qui est ici et de la courbe qui est ici. On l'obtient donc pour le salaire W'. Alors, s'il n'y avait pas de, s'il n'y avait pas de coût de migration, les salaires entre le nord et le sud s'égaliseraient, ça donnerait une migration optimale dans un certain sens, et la migration du sud vers le nord serait X+. Avec coût de migration, la migration c'est simplement X double étoile, qui fait passer la quantité, le volume du travail qualifié dans le nord de L étoile à L étoile plus X étoile. Et ceci crée dans le nord un salaire W'. Donc avec les migrations effectives, X étoile, salaire après migration, W' étoile. Alors maintenant, on va faire l'évaluation normative de ça. Les économistes sont en général assez optimistes sur leur capacité d'évaluer le mérite des situations. Alors, si on fait une évaluation normative de first best, à nouveau dans ce monde très simplifié. Alors, premièrement, le monde. Le monde, c'est mes deux régions. C'est le nord et le sud, bien sûr. Alors, le monde y gagne. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, le produit intérieur brut augmente. Non, ce n'est pas le produit mondial brut. Le produit intérieur brut du monde, ça ne va pas être très intérieur. Donc, le produit mondial brut augmente, tout simplement parce qu'on a transféré de la main-d'œuvre d'un endroit où sa productivité était plus faible à un endroit où sa productivité est plus forte, donc où elle produit plus de biens. Donc il est clair que le produit mondial brut s'est accru. Il est clair aussi que si on prend le point de vue du first best, de la théorie du first best, dans lequel s'est développée l'économie, j'ai beaucoup parlé de la culture du first best et la culture du second best, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'il y a moyen de trouver des transferts forfaitaires qui permettent que tout le monde y gagne. Il y a des transferts forfaitaires qui sont Pareto améliorants, qui font que l'on peut passer de cette situation et de situation améliorante. Alors, le problème, et ça c'est le problème, là on entre dans le second best, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'on sait bien que les transferts forfaitaires ne sont pas disponibles. On a des outils imparfaits. Alors donc, ce qu'on va essayer, avant d'esquisser une théorie de second best de ce qui se passe ici, que je vais vraiment simplement esquisser, on va essayer de regarder, d'évaluer le changement. Vous voyez bien la logique du changement, j'ai bien expliqué, enfin j'espère que j'ai bien expliqué ici, d'évaluer le changement en disant quels sont les gagnants et les perdants. Parce que le fait que j'ai dit que le monde y gagnait ne voulait pas dire que tout le monde y gagnait. Alors donc on va regarder les gagnants et les perdants. Alors, premièrement, on va d'abord regarder par catégorie. Les migrants. Les migrants, ils y gagnent, parce que c'est presque par définition, puisqu'ils n'y vont que si l'avantage pour eux, compte tenu des coûts de déplacement, est suffisant. Donc, il y a peu de doute là-dessus dans ce modèle. Les migrants, s'ils migrent, c'est parce qu'ils y gagnent en fonction de leur... etc. Deuxièmement, le travail non qualifié du Nord est perdant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quantité L étoile de travail non qualifié. Avant, il avait le salaire W étoile. Et après, il y a toujours L étoile, ça n'a pas changé. J'ai absolument pas d'élasticité de réponse. Et après, son salaire est W'. Donc, les non qualifiés du Nord, ils perdent. Alors, maintenant, les qualifiés du Nord, enfin, le créancier résiduel, je ne sais pas si les qualifiés, le capital, méchant, les gentils qualifiés, les élites, etc. En tout cas, le créancier résiduel du Nord, lui, il y gagne. Pourquoi il y gagne ? Parce que le créancier résiduel du Nord, son surplus, c'est tout ce qui est sous la courbe de demande et au-dessus de W étoile initialement. C'est donc le triangle qui était au-dessus ici. Une fois la transformation faite, ce qu'il gagne, c'est tout ce qui est sous le nouveau triangle. Et donc, il a c'est tout ceci ce qu'il gagne. C'est ce trapèze-là qu'il gagne. Ce que perdent les
non qualifiés du Nord, par contre, c'est ce carré-là, enfin quelque chose qui ressemble à un carré dans mon dessin. Donc, il faut bien voir que le créancier résiduel du Nord gagne plus que ce que perdent les non qualifiés du Nord. Donc, il peut les compenser. Ça ne veut pas dire qu'il le fera, mais il peut les compenser. Alors, donc, le Nord, globalement, il gagne, mais avec les créanciers résiduels qui gagnent beaucoup et les non qualifiés qui perdent relativement. Alors, qu'est-ce qui part du pays de départ? Alors, dans le pays de départ, si l'on regarde les gens qui restent, il y perd. Enfin, les créanciers résiduels du pays de départ, c'est-à-dire l'autre facteur, il perd pour exactement la même raison, parce que son salaire, exactement pour la même raison, quand le salaire baisse ici, le créancier résiduel du Nord, il gagne, et quand le salaire monte, des non qualifiés monte dans les pays du Sud, le créancier résiduel, il paie, pour exactement la même raison. Mais les travailleurs non qualifiés, ils gagnent, puisque leur salaire augmente, ils sont moins nombreux dans cette logique. Mais l'effet Sud, le Sud, au total, il perd. Sauf un effet diaspora suffisant, en quelque sorte. Sauf si les travailleurs du Sud venus au Nord renvoient assez d'argent dans le Sud, puisqu'ils y gagnent. Et que si on les ajoute, si on les considère comme membres du Sud, le Sud y gagnerait. Donc la question... donc on a une image extraordinairement simpliste, mais qui n'est pas complètement... qui a au moins le mérite de raconter une histoire assez claire et assez standard. Et la question maintenant, c'est comment compenser les perdants. Alors, je vais d'abord présenter une solution qui est assez simpliste, enfin assez simpliste par rapport à tout l'effort que j'ai fait pour expliquer la redistribution et les instruments sophistiqués. Je vais considérer un moyen... Alors, donc, le problème, c'est comment compenser les perdants du Nord. Et un moyen, comment défendre le niveau de vie des travailleurs non qualifiés du Nord, qui, dans l'opération que j'ai décrite, baisse. Une solution serait de leur donner un revenu de remplacement grand R. Alors, ce que j'appelle revenu de remplacement, c'est quelque chose qui leur est donné, c'est le minimum qui leur est donné, c'est un minimum en quelque sorte. Je fais l'hypothèse qu'ils n'ont pas de désutilité à travailler. Il n'y a pas de différence entre ce revenu de remplacement et le salaire d'équilibre sur le marché du travail. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne solution ? Alors, on va essayer de regarder un petit peu. Ça paraît pas simplement, on va essayer de reprendre les mêmes questions avec ce revenu de remplacement. Alors, je vais donc analyser les effets de ce revenu de remplacement en faisant l'hypothèse qu'il est accessible à tous, c'est-à-dire à la fois aux migrants et aux... La réponse serait évidemment différente s'il n'est pas accessible à tous. On pourrait aller plus loin dans l'argument, mais je veux faire des choses très simples. Alors, il est accessible à tous. Alors, s'il est accessible à tous, ça veut dire que, étant donné ce salaire grand R qui, au fond, est donné à tout le monde, dès lors, à nouveau, je devrais faire une différence entre le salaire sur le marché et le revenu qui est donné pour tenir compte malgré tout de la désutilité du travail. Donc, quel sera le volume de migration? Le volume de migration, il est donné par, on le peut lire sur les courbes que j'avais tracées ici, cette courbe étant la courbe de propension à immigrer, et la propension à immigrer, elle va jusqu'ici. Donc, il y a un accroissement du volume des migrants. Par rapport à l'équilibre de libre mobilité, il y a une destruction des jobs à l'intérieur, puisque au lieu d'avoir cette quantité de travail qui est offerte par le secteur productif, la quantité de travail qui est offerte par le secteur productif, c'est ici, correspondant au salaire grand R. Ils n'auront personne qui viendra travailler en dessous de ce salaire, donc l'offre de travail sera ici. Et évidemment, la situation, il est clair que c'est une situation avec chômage. Je ne suis plus dans un équilibre de marché dans lequel les prix apurent, etc. Alors ça ressemble à un revenu minimum que j'avais décrit la fois dernière, sauf que ça n'a pas les mérites que j'avais attribués au revenu minimum, en particulier ceux de permettre en quelque sorte, avoir un rationnement efficace. Ici, je n'ai pas parlé beaucoup de rationnement, je n'ai pas dit qui était employé et qui ne l'était pas, ça n'a pas d'importance dans le modèle que je fais ici, mais évidemment, il crée du chômage. Alors, comment évaluer normativement cette solution? Alors, je peux essayer de l'évaluer normativement d'abord par rapport à l'équilibre de mobilité.
Par rapport à l'équilibre de mobilité, du point de vue du first best, à nouveau, il y a des pertes évidentes. Les pertes sociales, c'est-à-dire le perte de revenu mondial, elle est très facile à voir sur le graphique ici. Le perte de revenu mondial, c'est tout ce qui est dans la zone pointillée ici. C'est-à-dire c'est ce genre de figure de rectangle de rectangle évidé, qui est dans la zone pointillée ici. Alors, c'est quoi? C'est par rapport au laisser-faire. Pourquoi je perds? D'abord, je perds parce que je perds de la production dans le nord par rapport à l'équilibre-échange, toute cette production qui correspond à cet emploi, et je perds de la production dans le sud, puisque il y a des migrants du sud qui quittent le sud et qui ne trouvent pas nécessairement d'emploi, qui ne trouvent pas d'emploi pour simplifier, et donc qui correspondent ici. Donc tout ce que j'ai perdu ici, c'est ça. Donc du point de vue du monde, c'est certainement moins bien que la solution initiale. Alors qui gagne? Ceux pour lesquels j'avais fait l'affaire, c'est-à-dire les travailleurs non qualifiés du Nord, ils gagnent. Les migrants également, ils gagnent, mais ça c'est lié à l'hypothèse que le salaire, le revenu de remplacement est accessible à tous. Alors, maintenant, si je regarde les effets, je prends les trois situations. Ma situation initiale, l'équilibre de mobilité, l'équilibre de laisser-faire, et l'équilibre avec mon revenu de remplacement tel que je viens de le définir ici. Alors, et maintenant je repose la question, est-ce que le monde y gagne? Est-ce que le Nord y gagne? Est-ce que le Sud y gagne? Est-ce que les gens du Nord, etc. Alors, la situation initiale, les effets par rapport à la situation initiale du point de vue du monde. Bien. Le monde y gagne si R égale W'. Ça, c'était la première chose que j'avais mise en exergue. R égale W', c'est le cas où je mets juste où mon revenu de remplacement ne sert à rien. Si R est proche de W', le monde y gagne, c'est par continuité. Si R égale W étoile, c'est-à-dire si je donne aux travailleurs du Nord quelque chose qui protège entièrement leur niveau de vie, le monde y perd. Le monde y perd parce que j'ai le seul objet, ça fait venir des travailleurs du Sud vers le Nord où ils n'ont pas trouvé d'emploi, ou du moins s'ils ont trouvé un emploi, ils ont simplement remplacé des gens du Nord qui l'avaient. Donc le monde y perd si R égale W étoile. Entre les deux, le monde, il y a un seuil à partir duquel il y perd. Il y a un seuil à partir duquel il y gagne. Donc l'argument de régulation de l'immigration ici il est non ambigu du point de vue du pays riche, qu'il s'agisse des travailleurs non qualifiés ou de créanciers résiduels, du facteur résiduel, parce que c'est eux qui payent le surcroît dû au surcroît d'immigration, dans ce que j'ai donné ici. Il est ambigu pour le monde, je viens de dire ici, dépend de grand R. Et donc la valeur du produit mondial brut est augmentée ou diminuée sur le grand R. Et il est aussi ambigu pour le Sud. Il est négatif pour le Sud sauf à ce que les migrants, sauf à ce que l'effet diaspora joue beaucoup. Voilà. Donc, alors pourquoi? Donc, voilà un petit peu une introduction là-dedans. Alors vous voyez bien que je voudrais dire quelque chose sur les portées limites de cette analyse, qui se prétend uniquement introductive. Je ne reviens pas sur les limites un peu plus fondamentales de mon exercice, mais sur les limites techniques. Première limite technique, que j'ai déjà donnée ici, il y a d'autres dimensions économiques que celles esquissées ici. J'ai pensé à l'émotion du long terme. Il y a aussi la dimension parfois, souvent invoquée de... Ça fait écho à l'insuffisance de main-d'œuvre non qualifiée, mais souvent cet argument est utilisé sur des créneaux très, très spécifiés. Dans tel domaine, on manque de main-d'œuvre non qualifiée, etc. Ici, c'est à un niveau un peu général, ça fait écho. Alors, c'est un modèle simpliste, je vais l'appeler simple ou simpliste, mais standard, qui met les idées standards qui exprime les idées standards de l'économie. Si vous faites passer les gens d'un endroit où ils produisent plus à un endroit où ils produisent moins vers un endroit où ils produisent plus, ça fait plus de production, etc. Mais qui met l'accent sur les aspects redistributifs. Du point de vue, la culture du first best consiste à oublier les aspects redistributifs. C'est quand même ça qui est assez fondamental. La culture du second best consiste à mettre l'accent. Donc, en ce sens, cette analyse se raccroche malgré tout à la culture du second best. Alors, dans le simplisme, dans la dimension que j'ai évoquée, il y a évidemment deux choses que je peux mentionner. La première, c'est que
il écarte l'idée qu'il y a des externalités positives aux migrations du sud vers le nord, c'est-à-dire que les gens du sud, quand ils reviennent, rapportent éventuellement des connaissances techniques, etc., ce qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, deux facteurs sûrement trop caricaturales, c'est-à-dire ça fait l'hypothèse que l'on peut décrire l'intrication nord-sud au travers de l'idée qu'il y a deux groupes de travailleurs du même type dans le nord et dans le sud et que tout ceci fait autour. Il est évident qu'il faudrait au moins trois types de travail pour appréhender un peu mieux les différences d'identité de la force de travail dans le nord et dans le sud. Donc c'est certainement trop simpliste de ce point de vue-là. Dernier point, l'analyse est tout à fait insatisfaisante du point de vue qu'on a pris dans ce cours, puisqu'on part d'une situation initiale qui est un équilibre sans intervention de l'État. Et on n'intervient que parce qu'il se passe des choses que l'on n'aime pas ou qu'une partie de la population ou des travailleurs n'aiment pas. Donc je crois que si on veut reprendre ce problème avec exactement la même logique, la même logique de transfert de main-d'œuvre, il faut envisager une alternative à la modélisation. Donc je propose de reprendre l'analyse dans la logique de ce qui était les cours précédents, c'est-à-dire une situation initiale qui serait optimisée, alors qui serait optimisée du point de vue redistributif, disons en autarcie, et analyser l'effet de l'ouverture, en commençant d'ailleurs par des ouvertures petites, en analysant l'effet et en analysant la réaction optimale du point de vue de la redistribution à cet effet. Ça, on ne l'a pas fait, et on devrait le faire. Alors, je ne vais pas le faire. Et là, on pourrait revenir un peu sur les questions. Je trouve que c'est plus intéressant d'en revenir sur les questions dans ce nouveau schéma, puisque... Alors, première affirmation, la migration accroît le produit mondial brut. Dans le nouveau modèle que j'ai en tête, que je n'ai pas complètement esquissé, c'est assez plausible, mais ce n'est pas assuré. Pourquoi ce serait plus assuré, alors que là, dans notre modèle initial, c'était complètement assuré? Parce que la décision de migration n'est pas faite sur la base des prix à la production, ou des salaires à la production, mais des salaires, ce que j'appelle salaires à la consommation dans le monde des Diamond Marley, c'est-à-dire des salaires après intervention du système fiscal et redistribution éventuellement vers les bas salaires. Donc la décision ne se fait plus sur la base des prix qui fournissent le bon signal pour la migration, première chose. La migration accroît le bien-être du pays d'accueil, qui était... elle accroissait le revenu national du pays d'accueil. Le bien-être, ça dépend du poids que l'on met sur les agents. Mesuré avec la fonction de bien-être social initiale avec laquelle on a optimisé, ça c'est douteux. C'est douteux dès lors que le système fiscal est redistributif. C'est-à-dire dès lors que tout compte fait, il donne plus aux agents qui sont vers le bas que ce qu'ils ont produit, enfin tout ceci mesuré en termes économiques. Question, est-ce que ça ferait des gagnants et des perdants dans le Nord une fois qu'on aurait optimisé le système fiscal? Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à ce sujet. Je doute que ça accroisse le bien-être tel que mesuré avec nos fonctions de bien-être social, je ne sais pas exactement. Est-ce que ça accroît le bien-être mondial? À nouveau, c'est difficile parce que dans l'opération, il y a des gagnants et des perdants. Et selon le poids que vous mettez aux gagnants et aux perdants, le bien-être mondial n'étant pas défini de façon, n'étant pas écrit dans le ciel, ça peut effectivement, on peut trouver sûrement des réponses différentes. Donc voilà un petit peu un premier sujet. Je vais... Comme c'est un sujet un peu vu du Nord, je vais essayer de changer complètement les choses pour être pas être trop accusé d'européocentriste ou je ne sais pas comment dire, de nordocentrisme, etc. Donc, quelles sont les limites de mon point de vue? C'est ce qui est écrit ici, que je peux commenter. C'est évidemment l'accent mis sur les migrations en travail non qualifié du sud vers le nord. Qui est une dimension. Alors, il y a bien d'autres problèmes. Autre problème, qui n'est évidemment pas abordé ici, c'est les migrations nord-nord du travail qualifié. Lorsque ce problème est important aujourd'hui, ou est-ce qu'il va devenir important, ou est-ce qu'il est potentiellement important, à nouveau, c'est une question empirique. Malgré tout, je constate dans les milieux que je fréquente, il y a quand même beaucoup de gens qui
qui quittent l'Europe pour aller aux États-Unis. Alors, il n'y a pas uniquement des raisons monétaires, mais il y a aussi des raisons il y a des différences de salaire éventuellement. Alors, la migration nord-nord, évidemment, ça a une dimension de efficacité productive des sociétés du Nord, efficacité productive relative, il y a des sociétés riches et pas riches, et ça a aussi une dimension fiscale, qui est le prélèvement relatif des hauts revenus dans 2 pays. Donc il y a toute une littérature aussi, que je ne vais pas aborder ici, sur la concurrence fiscale entre pays du Nord pour attirer les cerveaux. Mais il y a aussi, alors là j'abandonne ma casquette nordiste, il y a aussi les problèmes de migration sud-nord, du travail qualifié du Sud. Et un certain nombre de gens en qui j'ai relativement confiance disent que c'est un problème majeur pour le Sud, c'est-à-dire que souvent les personnes les plus instruites sont les plus susceptibles de s'expatrier et qu'il y a une perte de qualification rare. On a vu d'ailleurs que les migrations de ce que j'ai appelé les non-qualifiés, quelle que soit posaient des problèmes éventuellement au Sud, même dans le modèle, dans la vision que j'avais ici. Là, c'est un autre problème, c'est la migration déqualifiée du Sud vers le Nord. Alors, ça ne relève pas tant de la fiscalité que des liens entre la fiscalité en sens très général, c'est-à-dire de la subvention à l'éducation. Un thème que je n'ai pas réellement traité, dont je dirai un mot la fois prochaine aussi, si j'ai le temps. Et alors, juste un mot, donc pour les migrations qualifiées du Sud vers le Nord, Bhagwati, qui est professeur à Columbia, qui est un collègue de nationalité indienne, enfin d'origine indienne, je ne sais pas s'il a toujours la nationalité indienne, donc il est aux États-Unis depuis longtemps, a proposé une taxe sur l'exode des cerveaux, alors cette fois levée sur les migrants hautement qualifiés, collectés par les pays d'immigration, alors je veux dire les migrants hautement qualifiés du Sud, et collectés par les pays d'immigration du Nord pour une période d'environ 10 ans. Les revenus de cet impôt sont versés à un fonds des Nations Unies utilisé pour financer des projets de développement dans les pays d'émigration. Donc, si la France accueillait un qualifié du Sud, elle devrait payer et ça s'y reviendra, etc. Je le mentionne uniquement. À nouveau, je ne prétends absolument pas aborder au fond les questions de politique économique, mais c'est pour changer, mettre un peu l'accent. J'ai mis tout le poids de l'argumentaire sur une dimension du problème. Je rappelle qu'il y a d'autres dimensions qui sont également intéressantes. Donc voilà pour mon coup d'œil rapide. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet qui relève de la mondialisation. C'est le problème de commerce et redistribution. La question étant de savoir jusqu'à quel point le commerce international influencie la redistribution? Est-ce qu'il y a des arguments pour limiter le commerce international au nom de la distribution ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et donc je vais vous présenter des arguments pour la protection et ensuite je vais vous présenter des arguments contre la protection. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la synthèse, mais j'y reviendrai peut-être la fois prochaine rapidement. Alors, je vais vous présenter donc un modèle que je vais vous présenter un monde aussi simplifié, c'est le monde de Heckscher-Ohlin. Le modèle de Heckscher-Ohlin, ça a souvent été le modèle de référence pour parler du commerce international. Et donc dans ce monde, je vais supposer qu'il y a 2 biens. Enfin, moi, je vais mettre du point de vue d'ailleurs. Je vais supposer qu'il y a 2 biens. Le premier, je vais l'appeler l'électronique, et le deuxième, je vais l'appeler le textile. Je vais donc avoir 2 biens. Un bien qui est intensif en travail qualifié. Intuitivement, ça va être l'électronique. Il y a beaucoup de travail qualifié dedans. Et un bien qui est intensif en travail non qualifié, c'est-à-dire il y a plus de travail non qualifié dedans, qui est le textile. Et alors pourquoi il me faut 2 biens? Parce que la théorie du commerce international avec un bien, ça a le mérite d'être assez facile, puisque ça doit égaliser à technologie donnée, ça égalise les salaires partout dans le monde, mais c'est quand même pas très crédible. Ça donne des conclusions qui sont quand même un petit peu simplistes et auxquelles on a du mal à croire. Alors donc, je trouve qu'une théorie du commerce international, s'il n'y a pas de biens, il n'y a pas de choses très intéressantes sur le commerce à dire. Deuxièmement, pourquoi je vais mettre aussi 2 qualifications substituables. À nouveau, je reviens à ma parabole, à ma métaphore, qui est du travail qualifié et du travail non qualifié. À nouveau, c'est extraordinairement simpliste, cette distinction, ce regroupement en 2 catégories de toutes les qualifications présentes sur le marché du travail dans le monde. C'est évidemment extraordinairement simpliste. Je souhaiterais avoir plus de catégories, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais je vais en mettre 2 parce que ça me donne une métaphore relativement simple et ça me
me permet de mettre l'accent sur un certain nombre de propriétés qui me paraissent importantes. Alors, je vais dire que ces deux qualifications sont substituables, mais pas complètement substituables. C'est-à-dire que la rémunération issue du secteur de la production de ces qualifications n'est pas une donnée tombée du ciel, ce n'est pas les productivités, hein, mais c'est quelque chose qui résulte des quantités relatives de chacun des facteurs qui sont utilisés dans la production. Je ne suis pas dans le monde. Quand on avait utilisé, j'avais présenté le modèle d'impôt sur le revenu, et on a dit les productivités, c'est quelque chose qui est tombé du ciel, et puis elles sont données. Et, alors c'était une manière pour raisonner simplement, hein, mais évidemment, ce n'est pas une hypothèse anodine. Si ça est vrai, ça veut dire que les effets offres relatives des différentes qualifications n'a pas d'effet sur les conditions d'emploi dans le secteur productif. Donc on va faire deux qualifications qui sont substituables. Et évidemment, on a besoin de ça si l'on veut que le commerce ait des effets intéressants sur la rémunération relative. Alors là je fais un diagramme dont vous avez l'habitude, que j'ai présenté plusieurs fois. Là, vous avez W1, ça c'est le salaire des non qualifiés. Là, vous avez W2, c'est le salaire des qualifiés. La première courbe qui est là, vous voyez celle-là qui est en noir, c'est la courbe, le lieu des points W1, W2, c'est-à-dire le lieu des salaires, des qualifiés non qualifiés, des couples non qualifiés non qualifiés, tels qu'ils induisent, si ces salaires sont ceux du marché, si l'entreprise répond mieux à ses salaires en faisant ses choix de qualification, eh bien, son coût est égal à 1. Donc, son coût peut être égal à 1 parce que le salaire des qualifiés est très élevé, le salaire des non qualifiés est faible. Il peut être égal à 1 parce que le salaire des qualifiés est faible et le salaire des non qualifiés est fort. Dans tous les cas, elle s'adapte pour que son coût soit égal. Là, c'est la courbe coût égal 1. Là, c'est la courbe. Alors ça, c'est la courbe pour l'électronique. Et là, je vais avoir la même courbe. Coût égal 1, c'est-à-dire l'ensemble des couples salaire qualifié, salaire non qualifié, tels que le prix du textile soit égal à 1, pour une valeur donnée, hein, et je dis que c'est cette courbe-là. Et je dis que ceci est conforme à l'idée que j'ai donnée, à savoir qu'il y avait un qui était intensif en travail qualifié, l'autre intensif en travail non qualifié. Ben pourquoi ? Ben prenez ce point-là. Donc ça, c'est un couple de salaires. Hein. En ce point-là, la direction de la normale à ma courbe que j'ai donnée, que j'ai ici, par exemple, ça c'est la courbe de coût de l'électronique. La normale à la courbe de coût, c'est cette normale-là. La pente de cette normale indique le ratio de qualifiés sur non qualifiés. Par exemple, là, c'est à peu près 45 degrés. Ça veut dire que pour ce couple de salaires, dans l'électronique, on emploie à peu près autant de qualifiés que de non qualifiés. C'est peut-être pas un bon choix ici. Par contre, vous voyez que pour le textile, pour le même couple de salaires, cette droite, cette normale est beaucoup plus horizontale. Donc ça veut dire que la proportion de qualifiés qui sont employés dans le textile, pour ce même couple de salaires, est beaucoup plus importante par rapport à la proportion, par rapport au nombre de travailleurs qualifiés. Donc, vous voyez bien que ça illustre mon appellation. Hein, l'électronique est intensif en travail qualifié, le textile est intensif en travail non qualifié. Maintenant, imaginons, et donc vous voyez bien que dans ce monde, eh bien, les prix du travail qualifié et les prix du travail non qualifié dépendent des salaires W1 et W2. Si je prends un couple W1 et W2 dans cet espace, je lis sur, non pas sur les courbes qui sont ici, mais sur le réseau de courbes que je déduis de celle-là, quel sera le prix. Je suis dans un monde où le prix du textile et le prix de l'électronique dépendent uniquement du salaire des qualifiés et des salaires des non qualifiés. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais laisser le prix de l'électronique égal à 1, ça va être mon numéraire, et je vais augmenter le prix du textile. Qu'est-ce qui va se passer ? Si j'augmente le prix du textile, vous voyez que la courbe ici, coût du textile égale quelque chose, devient coût du textile plus élevé. Donc, elle se déplace vers ici. Elle courbe la courbe de coût de l'électronique en ce point-là. Donc, les salaires vont passer de ce vecteur-là à ce vecteur-là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a quelque chose de pas très surprenant. J'augmente le prix du textile. Eh bien, le salaire
des qualifiés diminue, le salaire des non qualifiés augmente. Ça reflète au niveau des prix la propriété d'intensité en travail qualifié versus travail non qualifié. Et vous le voyez évidemment sur le diagramme, c'est très facile. Vous voyez cette courbe-là, coupe cette courbe-là en ce point-là, où W1 est plus élevé. Il y a quelque chose d'autre que vous pourriez voir sur le graphique si je l'avais vraiment, si j'avais fait un zoom, mais je ne l'ai pas fait ici. Donc si j'accrois P1, W1 s'accroît. J'accrois le prix du textile, le salaire des qualifiés, des non qualifiés s'accroît. Mais c'est vrai aussi de W1 sur P1. On peut le voir sur ce graphique en le regardant un petit peu plus près. C'est-à-dire que quand vous augmentez le prix du textile, vous augmentez non seulement le salaire des non qualifiés, mais aussi le pouvoir d'achat des non qualifiés en textile. Ça s'appelle le théorème de Stolper-Samuelson. Il y a plusieurs théorèmes en commerce international. Enfin, le commerce international, un peu ancienne mode, le commerce international nouvelle mode est un petit peu différent. Et en particulier, Stolper-Samuelson. Ceci met en évidence d'ailleurs les effets distributifs du commerce. Autant Ricardo, l'avantage comparé, met en évidence les effets efficacité de l'ouverture des frontières, autant Stolper-Samuelson met en évidence les effets distributifs liés à l'ouverture des frontières. Alors, pour nous, la question qui va se poser, puisqu'on est dans le monde où on essaie de redistribuer le revenu, vous voyez bien que la question est un peu parallèle à ce que j'avais appelé renvoie à ce que j'avais appelé l'efficacité productive. L'efficacité productive, c'était ce que je peux faire du côté des prix à la consommation n'est pas très contraint par ce qui se passe du côté des prix à la production. C'est ça que je veux dire. Je peux redistribuer en ayant une assez grande liberté de manœuvre, en déconnectant un peu ce que je fais dans le secteur productif et dans le secteur pas productif. Ben ici, ça va être la même chose. Puis le commerce va avoir des effets sur les salaires relatifs des qualifiés et des non qualifiés. Puis-je annuler les effets distributifs du commerce ou ne puis-je pas? Alors je vais vous montrer un monde dans lequel on ne peut pas les annuler. Ce monde assez simple. Alors là, on revient dans nos modèles canoniques, dans ceux que je vous ai présentés. Alors, je mets d'abord... Alors, je reviens dans mon modèle canonique parce que dans ce monde, vous voyez, là, j'ai le revenu avant impôt. Là, j'ai le revenu après impôt, en ordonnée. Ici, W1, c'est le revenu après impôt... Pardon, avant impôt des non qualifiés. Alors, j'appelle il travaille une unité de temps. W2, c'est le revenu avant impôt des qualifiés, ça qui vient des conditions de la production, puisqu'il reflète le diagramme que j'avais vu tout à l'heure. Alors, il reflète l'ensemble de l'équilibre de l'économie, mais au niveau de la production, il reflète ce que j'ai dit tout à l'heure. Et mon barème d'impôt sur le revenu, ici, à 3 points, c'est zéro, ce qui se passe quand les gens sont en dehors de la force de travail, ne sont pas employés. C2.1, c'est le revenu après impôt des non qualifiés. C2.2, le revenu après impôt des qualifiés. Et l'hypothèse que je fais, l'hypothèse distributive que je fais, c'est je mets un revenu, je mets un impôt sur le revenu optimal. C'est-à-dire j'essaie de redistribuer autant que je peux. Là, je souhaite de redistribuer des qualifiés vers non qualifiés. Et je souhaite le faire autant que faire se peut. Je suis dans le cas où j'ai des objectifs redistributifs suffisamment forts pour que ce soit le cas. Donc si je fais ça, la contrainte qui va jouer, c'est la contrainte qui va dire que les qualifiés, pour le barème d'impôt sur le revenu optimal, sont indifférents ou presque indifférents entre se comporter comme qualifiés, c'est-à-dire obtenir W2 en salaire en revenu avant impôt et C2 revenu après impôt, ou faire semblant d'être non qualifié. Alors comment ils peuvent faire semblant d'être non qualifiés? Simplement, 2 peut travailler W1 sur W2 heures et obtenir le revenu à plein temps de 1. Ici, c'est une marge intensive uniquement. Et donc là, j'ai fait le diagramme qui indique que un travailleur qualifié, monsieur 2, représentatif, est indifférent ou quasi indifférent entre choisir ceci, ou faire semblant, ou jouer sur la marge intensive, etc. Donc vous voyez bien que accroître W1, le salaire des qualifiés, des non qualifiés, accroissement qui va d'ailleurs de pair avec une baisse du salaire des qualifiés. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Enfin, il s'agit des salaires relatifs, bien entendu.
Les salaires, là, j'ai évalué les salaires, c'est les salaires réels, hein, par référence à un numéraire qui, dans mon modèle que j'ai esquissé, est l'électronique. Bon, augmenter W1, qui va de pair baisser W2, dessert la contrainte d'incitation. Pourquoi? Si on augmente W1, vous êtes obligé de travailler plus d'heures, et si vous êtes qualifié, vous êtes obligé de travailler plus d'heures pour faire semblant d'être non qualifié, pour avoir le statut fiscal des non qualifiés. Donc ça dessert la contrainte d'incitation. Donc ça, c'est la première remarque. Alors, maintenant, je vais me mettre dans un monde où je suis un petit pays. Ça va nous éviter beaucoup de difficultés, parce que je ne suis pas un petit pays, j'ai des arguments pour des tarifs douaniers qui sont de nature complètement différente. La théorie standard, alors ça soit des années 50, des tarifs douaniers, disait que c'était une manière de valoriser le pouvoir de marché du pays par rapport au reste du monde. Donc, c'est-à-dire que les droits de douane étaient tels que c'est un instrument de valorisation du pouvoir de marché. Là, je suis un petit pays, les prix dans le reste du monde, donc je vais me mettre dans un cas extrêmement simple, le prix relatif du textile par rapport à l'électronique est une donnée. Quoi que je fasse, ça ne va pas changer. Donc voilà ce monde. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je l'avais déjà dit un tout petit peu. Alors la première chose que j'ai déjà dite, c'est que le ratio des prix mondiaux, c'est-à-dire le prix du textile en termes de l'électronique, hein, c'est le ratio des valeurs sociales entre les deux biens. Ce que j'ai appelé valeurs sociales dans ma théorie générale. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Les valeurs sociales, pourquoi c'est ratio des valeurs sociales? Parce que la quantité exportée ou importée de textile est, dans le modèle que j'ai ici, sous le contrôle du gouvernement dans un premier temps. Après, je peux éventuellement le faire sortir. Mais il est sous le contrôle du gouvernement et il peut substituer du textile à l'électronique selon ce ratio. Donc simplement, c'est certainement le ratio des valeurs sociales au sens de ma théorie. Alors, maintenant, la valeur sociale du travail non qualifié est inférieure à sa valeur de marché, qui est égale au salaire à la production. Pourquoi? Ça, c'est l'effet incitatif que je viens de donner ici. C'est-à-dire, s'il me tombait une unité de travail non qualifiée dans ce monde du ciel, hein, alors, quelle valeur sociale elle aurait? Dans la logique, si j'oublie ces problèmes redistributifs, elle aurait la valeur du salaire du travail non qualifié, parce qu'elle me permettrait de fabriquer des biens dont la valeur est égale à ça. C'est à la marge de la situation. Alors, il faut peut-être changer des petites choses, mais c'est ça fondamentalement l'argument. Ici, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Elle va me permettre de permettre ces biens, mais elle va affecter la contrainte d'incitation dans le mauvais sens. Donc elle va diminuer l'efficacité de leur distribution. Donc la valeur sociale du travail non qualifié va être inférieure au salaire à production du salaire non qualifié. Mais ça veut dire ça que la valeur de marché du textile va être supérieure à sa valeur sociale, puisque la valeur sociale du textile, c'est celle donnée par les prix mondiaux. Elle est donnée par le prix du marché mondial. Alors, et comme la valeur sociale du travail non qualifié qui est incorporée, mesurée avec la valeur sociale du travail non qualifié, la valeur sociale du textile doit être égale à sa valeur mondiale. Donc si je la mesure avec sa valeur de marché, elle doit être plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est surprenant. Ça veut dire que, par exemple, à la marge de l'optimum d'autarcie, si les prix mondiaux sont légèrement plus bas ou égaux à l'équilibre d'autarcie, même admettons que vous ayez un équilibre d'autarcie, maintenant vous avez le droit de commercer avec le monde au prix d'autarcie, dans ce modèle-là, alors l'exportation du textile, du moins, est socialement bénéfique. C'est-à-dire que l'avantage comparé, c'est que vous ne devriez pas, en particulier si le prix du textile si les prix mondiaux sont légèrement plus bas que ceux les prix mondiaux du textile sont plus bas relativement qu'à l'optimum de Darcy, l'avantage comparé dit que vous devez, évidemment, c'est la théorie standard, c'est Ricardo, que vous devez importer le textile. Si vous prenez en compte l'effet redistributif qui est donné ici, c'est faux localement. Alors globalement, ça dépend. Il se peut que l'optimum, une fois qu'on a tout optimisé et qu'on fait des grands échanges avec le monde, il se peut que ça change, mais il y a toute une série de situations dans lesquelles c'est vrai. Il y a beaucoup d'autres résultats qui dépendent du modèle. Par exemple, on peut, au lieu de partir de l'optimum d'autarcie avec redistribution, comme je l'ai fait implicitement ici, on peut partir de l'optimum avec laisser-faire. C'est-à-dire qu'on regarde un équilibre de laisser-faire, c'est un équilibre de libre-échange, on optimise la redistribution dans l'équilibre de libre-échange, et puis on regarde ce qui se passe.
Et alors là, à nouveau, on peut trouver des résultats contre-intuitifs ou contre-avantages comparés. On peut comparer d'ailleurs, on peut trouver des exemples pas trop pathologiques dans lesquels l'optimum de laisser-faire est inférieur socialement à l'optimum d'autarcie. Il faut être un peu habile quand même, mais ça c'est possible. Donc voilà un argument qui est lié. Alors qu'est-ce que veut dire cet argument? Cet argument, c'est simplement que puis-je annuler les effets distributifs d'un changement de W1? C'est la question que j'ai posée. Le commerce international va avoir des effets sur les salaires à la production. Est-ce que je peux annuler ces effets? La réponse c'est sinon, exporter du textile peut être un moyen d'accroître les salaires non qualifiés. Dans la logique efficacité de la production, je peux le faire, quel que soit, je peux le faire par des petits mouvements de variables que je contrôle. Ici, ce n'est pas vrai, donc c'est légitime au sens de l'efficacité redistributive. Alors évidemment, pour avoir des conclusions précises, à nouveau, je n'ai pas complètement développé le modèle. Je pourrais faire plusieurs modèles dans cette logique dont les résultats ont la saveur que je viens d'indiquer. Je pourrais aussi essayer de regarder des questions qui ne sont pas traitées dans le modèle que j'ai donné, c'est-à-dire quel est l'effet du commerce international sur les taxes à la consommation que je perçois. Il y a un argument pour dire que, utilisé d'ailleurs historiquement de façon intensive par le pays le plus libre-échangiste du monde, c'est-à-dire l'Angleterre du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il faut taxer à la consommation énormément les biens qui sont importés. Alors, est-ce que c'est vrai dans ce modèle ou pas? C'est une question qui est intéressante. Alors, évidemment, quelle objection on peut faire à la conclusion précédente? C'est une conclusion de court terme, c'est-à-dire que je suis à qualification donnée. Alors, est-ce que ça n'entrave pas à long terme le choix des bonnes qualifications? Et c'est là où est le vrai débat. Le vrai débat n'est pas dans le fait que pour contrer les effets du commerce, les effets redistributifs du commerce à court terme, il est plausible qu'il faille utiliser des instruments tarifaires. Cette conclusion est assez plausible. La question est de savoir est-ce que c'est pas simplement une stratégie myope? Alors, je ne vais pas y répondre complètement. Je vais simplement vous dire, si je change de modèle, c'est-à-dire si je prends un modèle qui prend une vision de long terme, par exemple, je vous ai présenté un modèle que j'ai appelé le modèle d'occupation, dans lequel les gens choisissaient leurs qualifications, ex ante, c'est-à-dire beaucoup plus long terme. Je ne vais pas le décrire ici, mais dans ce modèle-là, le salaire à la production est égal à la valeur sociale du travail, et donc l'argument pour la protection que j'ai donnée ici, ou protectionniste entre guillemets, ne tient pas. La vraie question, donc le salaire, le libre-échange est optimum. Libre-échange plus une politique redistributive optimisée, bien entendu. La question est de savoir, est-ce que je peux faire un modèle de long terme qui ignore toutes les considérations dont je pense qu'elles sont utiles à court terme? Donc j'en dirai un mot la fois prochaine. Je pense que le débat n'est pas tranché par ce que j'ai dit ici, mais ce que je voulais simplement vous montrer, et je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai déjà dépassé mon temps, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est qu'il y a un vrai débat intellectuel, et dans ce débat intellectuel, il y a redistribution versus efficacité, c'est le premier point, et il y a long terme versus court terme. Et que ce débat intellectuel, on peut l'appréhender à l'aide de la théorie économique. Étant entendu, naturellement, qu'il y a beaucoup de questions empiriques derrière qu'il faut regarder de près si on veut faire des recommandations de politique économique. Voilà, je vais m'arrêter ici. Juste 2 points. Donc la fois prochaine, c'est la dernière séance. Et on fera 2 heures. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, ou moins bien qu'1 heure, mais on fera 2 heures. Alors j'essaierai de traiter toutes les choses que je n'ai pas traitées, ça en fait beaucoup, donc j'irai assez rapidement. Non, je passerai 1 heure à parler de la fiscalité du capital. C'est un problème très important. Et je passerai 1 heure à parler de tous les sujets dont que j'ai pas eu le temps de traiter, et sur lesquels je dirai un petit mot. Et donc voilà, donc je vous dis merci et à la semaine prochaine.